Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. C'est vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien c'est à vous que nous donnons la parole pour une émission consacrée ce soir à notre santé, au moment où, juste au-dessus de nous, dans l'hémicycle, les députés sont en train d'élaborer le budget de la Sécu pour 2026 et peut-être, qui sait, de le voter la semaine prochaine. 3 d'entre eux ont accepté de venir en parler avec vous ce soir et vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions. Bonsoir Yannick Monet. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député gauche démocrate et républicaine de l'Allier. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député Modem d'Eure-et-Loir. Et bonsoir Christophe Benz. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député Rassemblement National de Haute-Marne. Je précise que vous êtes tous les 3 membres de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire que le budget, c'est eux qui ont tenté de l'amender, qui ont voté ou pas certains amendements avant que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale arrive dans l'hémicycle. Merci en tout cas d'avoir accepté de vous prêter ce soir au jeu des questions-réponses avec notre public. Je salue également Nathalie Coutinet. Bonsoir. Économiste de la santé, maître de conférence à la Sorbonne Paris-Nord. Nathalie, vous intervenez à tout moment pour nous apporter des précisions ou pour rectifier certains propos. Vous n'hésitez pas, je compte sur vous Nathalie. On va parler des franchises médicales, des honoraires des médecins, des déserts médicaux, des arrêts de travail et de tout ce qui vous préoccupe et qui touche à votre santé. Cette émission, c'est vous qui allez la faire, donc je compte sur vous. Et chez vous, installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Oh tiens, un peu de sagesse pour commencer. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? C'est Socrate qui posait la question. Notre santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est de ça dont il est question quand on élabore et quand on vote le budget de la Sécurité sociale. Ce débat, il a commencé lundi à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Et il va se poursuivre jusqu'à dimanche soir avec des mesures d'économie qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. On parle de mesures crispantes, voire irritantes. 2 minutes pour comprendre, d'abord, avec Stéphanie Despierres. C'est un anniversaire au goût amer. La Sécurité sociale fête ses 80 ans, mais le trou se creuse. Alors le gouvernement prévoit un vaste plan d'économie pour 2026 et pour ramener le déficit à 17,5 milliards. Et il cherche des nouvelles recettes. Sauf que la pilule ne passe pas auprès des députés. Cette semaine, ils ont dit non à la taxe sur les mutuelles. Selon le gouvernement, elle servirait à financer la suspension de la réforme des retraites. En réalité, c'est rien d'autre qu'un impôt déguisé. Vous voulez récupérer 1 milliard d'euros sur le dos des assurés parce qu'à la fin, c'est les cotisants qui vont payer. Les députés n'ont pas encore discuté des coupes dans les dépenses de santé, mais ils sont déjà vent debout contre certaines mesures du gouvernement. Par exemple, l'augmentation des franchises médicales. Le projet de budget prévoit de les élargir, entre autres, aux frais dentaires. 4 € à charge du patient à chaque passage chez le dentiste. Il s'agit aussi de doubler les franchises déjà existantes. 2 € par boîte de médicaments contre 1 € aujourd'hui. 4 € au lieu de 2 sur les consultations. Autre piste d'économie du gouvernement, les arrêts maladie. Pour le premier arrêt, le généraliste ne pourra délivrer qu'un arrêt de travail de 15 jours maximum et non plus d'1 mois. Il faudra retourner consulter pour être prolongé. Dans le viseur également, les dépassements d'honoraires des spécialistes. L'exécutif veut augmenter la taxe sur ces dépassements. Les médecins libéraux sont furieux. Sur l'enveloppe globale destinée à la santé, avant même que l'Assemblée ne se prononce, le gouvernement a pris les devants. Sous pression des socialistes, le Premier ministre vient d'accepter de desserrer un peu les cordons de la bourse. Le gouvernement a prévu, par exemple, de mettre 1 milliard de plus à répartir entre l'hôpital, le médico-social et France Santé. Pour l'instant, rien n'est définitif. Les débats sur le budget de la Sécurité sociale au Parlement doivent durer jusqu'en décembre.
Voilà, et sur le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les débats, c'est jusqu'à dimanche soir, avec éventuellement un vote le 12 novembre. Moi, je voulais vous interroger sur ce qu'on vient de voir parmi les mesures qui ont beaucoup fait réagir ces dernières semaines. Il y a le doublement des franchises médicales. Est-ce que vous trouvez, vous, normal, d'avoir ce reste à charge qui va doubler, par exemple, on l'a vu, 4 € pour une consultation chez le médecin, c'était 2 € auparavant. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Je vais vous demander de vous présenter au fur et à mesure que vous prenez la parole. Je crois que vous êtes Anne-Hélène. Effectivement. Et vous êtes vous-même pharmacienne de formation. Je suis pharmacienne de formation et je travaille maintenant pour la presse pharmaceutique, le quotidien du pharmacien en l'occurrence. Donc je suis les actualités des pharmaciens de ville et les remises, le doublement des remises. Au-delà du fait que ce que j'en pense pour les patients, il y a aussi la collecte de la franchise au comptoir, et en l'occurrence aussi chez les médecins. Vous êtes pharmacienne, vous êtes au bout de la chaîne de soins. Donc le reste à charge, il arrive chez vous ? Alors, et voilà, on va faire finalement le comptable de l'assurance maladie en récoltant des franchises sans savoir, parce qu'il y a un plafond qui va être aussi doublé, mais il y a quand même un plafond, on ne va pas savoir où en sont les patients. Techniquement, ce n'est pas possible, en tout cas aujourd'hui. Et surtout, c'est un temps administratif qui va être... qui va s'accumuler avec tout ce qu'on a déjà à faire juste administrativement. Et nous, on a besoin d'un temps patient. En plus de ça, si on double les franchises, il est quand même dommage que dans un même moment de débat sur des budgets, on propose de doubler, de mettre que les patients doivent mettre au pot, alors qu'en même temps, on ne surtaxe pas des personnes dont les revenus sont très très hauts, par exemple. C'est assez inconcevable. Et nous, au comptoir, donc comme vous le dites, on est au bout de la chaîne de soins. On va devoir expliquer aux gens que ça va coûter 2 fois plus cher dans un contexte économique. C'était déjà le cas auparavant, parce que la franchise médicale, les patients la payent déjà au comptoir. Alors, non, pas du tout, ils ne la payent pas au comptoir. C'est retenu sur les remboursements de la sécurité sociale. Nous, on est au courant de rien à l'officine, on ne sait pas s'il a atteint le plafond ou pas. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas au comptoir des patients qui vous disent mais pourquoi j'ai été moins bien remboursée sur cette boîte de médicaments ? Ça arrive, donc on doit leur expliquer qu'il y a une franchise sur les boîtes de médicaments, mais ça fait longtemps maintenant, donc c'est un peu rentré dans les habitudes. Mais là, un doublement plus une collecte au comptoir, ça va faire beaucoup pour vous. Ça fait beaucoup pour nous, dans un contexte, encore une fois, économiquement tendu et où il y a beaucoup d'agressions aussi et de tensions. Tous les professionnels de santé le vivent aussi. Ça ne va pas nous aider dans des relations apaisées, d'échanges, parce que nous, ce qu'on veut, simplement, c'est traiter les patients, être là pour leur santé. Alors, vous avez 3 personnes devant vous qui font les lois, qui sont en train de voter le budget de la Sécu. Quelle question voulez-vous leur poser ? Eh bien, quand est-ce que vous allez prendre soin de tous nos soignants ? Alors là, la question, elle est vaste. Qui se lance ? Mais tout le monde. Bon, regardez, je veux bien, mais... Allez, Yannick Monet. Non, quand est-ce que vous allez prendre soin de nos patients ? Ah, mais nos soignants, nos patients. On n'en prend pas soin, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on sous-dote la sécurité sociale aujourd'hui. Et c'est le débat que nous avons dans l'hémicycle. Moi, je considère qu'il ne devrait pas y avoir de reste à charge et que les professionnels de santé devraient avoir les moyens de travailler et que tout devrait être pris en charge. Je suis pour la prise en charge intégrale par la sécurité sociale. Mais pour ça, il faut la doter de moyens. Et vous savez, dans un budget, il y a la colonne dépenses et la colonne recettes. Et il faut absolument qu'on agisse sur la colonne recettes. Et telle qu'était conçue la sécurité sociale à son origine... Il y a 80 ans ? Il y a 80 ans, en tout cas c'est ce qu'on devrait faire maintenant, partir des besoins et mobiliser les moyens pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une enveloppe qui est définie, un objectif de dépense, et on essaye de faire rentrer les besoins dans cet objectif de dépense. Et donc forcément, ça ne rentre pas. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée du déficit. Non, ce n'est pas le déficit qui m'inquiéterait le plus aujourd'hui, ce serait plutôt la dette qui s'accumule et qui devient problématique. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne part pas des besoins et on ne mobilise pas les moyens correspondant à ces besoins. On fait plutôt l'inverse et c'est ça qui pose problème. Madame, la question que vous posez, finalement, ce n'est pas une question budgétaire. Alors, je vais vous répondre de manière plus globale. C'est presque une question d'esprit des lois. Exactement, tout à fait.
ce que vous vivez, vous, en tant que pharmacienne, est le symptôme d'une situation. La problématique de la désertification médicale, qui touche tout le territoire français, avec des particularités locales, mais tout le territoire français, il est multifactoriel. Si on veut y répondre, en matière d'amélioration concrète de l'accès aux soins pour les Français, c'est également multifactoriel. Au moins sur 3 piliers. La question du service de soins, du service de santé en tant que tel, la question du coût, évidemment, là, ça concerne naturellement le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et aussi, j'ajoute très souvent, parce qu'on l'oublie, la question territoriale, la question de la proximité, la question de l'organisation des services de santé sur le territoire. Mais on viendra au sujet des déserts médicaux. Mais là, sur le sujet des franchises médicales, ce que nous dit cette pharmacienne, c'est qu'à l'arrivée, on va doubler la franchise médicale pour ceux qui la payent, parce que, Nathalie, il faut préciser que tous les Français ne payent pas les franchises médicales. Alors non, effectivement, il y a un certain nombre de Français qui sont exclus. D'abord les mineurs. Les personnes qui relèvent de la complémentaire santé solidaire, notamment, hein, c'est des personnes... Et puis les femmes enceintes à partir du 6e mois. Ça fait 18 millions de personnes qui en sont exonérées. Voilà. 16 millions d'assurés. Mais il faut rappeler aussi ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à l'origine, vous êtes remonté à l'origine de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle n'était pas gérée par une loi de finances votée par les députés, mais elle était gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les assurés et les employeurs qui ensemble, ce qu'on appelait la démocratie sociale, qui ensemble décidaient des recettes et des dépenses. Or, progressivement, c'est l'État et le Parlement qui a repris en charge finalement les recettes et les dépenses. Et depuis un certain nombre d'années, il y a effectivement des recettes qui ne suivent pas les dépenses. Et notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'exonérations de charges pour les patrons, pour politique de l'emploi. Et on se retrouve aujourd'hui effectivement avec des dépenses qui sont en hausse pour un ensemble de facteurs sur lesquels on pourra revenir et des recettes qui ne suivent pas. Et sur les franchises, le problème aussi, parce que vous avez soulevé 2 problèmes en fait. Il y a le problème de qui collecte les franchises. Donc effectivement, ce qui est prévu, c'est que ce soit les médecins ou les pharmaciens, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et puis il y a le fait que ces franchises représenteront un coût supplémentaire pour les patients et généreront évidemment des inégalités d'accès aux soins. Philippe Vigier. Ce qu'il faut d'abord dire, moi qui ai été professionnel de santé pendant 37 ans... biologiste. Il y a eu une explosion des dépenses de santé. On passait de 170 milliards à 260 milliards, plus la part mutuelle, 40 milliards d'euros. Sur les franchises, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas favorables au doublement. J'ai proposé une franchise proportionnelle au revenu. Parce que j'estime que plus on a, plus on peut mettre dans le panier. Bien sûr, l'universalité de la sécurité sociale, j'y crois, mais au bout d'un moment, d'ailleurs, ça se passe comme ça dans la vraie vie, les gens qui vont en secteur 2, les gens qui vont en secteur 3, ce ne sont pas des gens qui ont des revenus très faibles. Pour les franchises, cette augmentation des 50 à 100 euros, en fait, la franchise actuellement reçue par la Sécu au sens large du terme, c'est 42 euros par personne. C'est vrai que ça va augmenter, et c'est une vraie difficulté. On peut trouver une solution différente. Là où j'ai un point d'accord avec Yannick Monet, c'est qu'il faut aller chercher plus de retraites, mais vous êtes aussi des hommes et des femmes engagés dans plus de recettes, pardon. Vous êtes des hommes et des femmes engagés, pardon, dans la société. Et, pardon, oh, on va y venir. Mais ce que je veux dire, c'est que les exonérations de charges sociales que l'on a prises, qui ne sont pas compensées, qui sont de l'ordre des 80 milliards d'euros, on a fait ça pour protéger la compétitivité française. Et puis, un dernier mot. Nous sommes quand même dans un pays où, regardez, 57% de la richesse du produit intérieur brut passe pour tout le domaine de la sphère sociale. Il y a une question qui n'a jamais été posée ici. Et quand est-ce qu'on réorganise complètement notre système de santé? Qui, parmi le public ou parmi nous, peut dire exactement ce qui est du ressort de l'assurance maladie, ce qui est du ressort des mutuelles? Il y a des chevauchements, des frais administratifs, des complexités qui sont devenues insupportables. Et ça, on doit y mettre bonne ordre, avoir une loi de programmation pluriannuelle. On sait que les dépenses de santé, elles augmenteront naturellement chaque année un peu plus. Pourquoi? Parce que la technicité évolue, parce qu'on vieillit plus, parce qu'il y a plus de diagnostics que l'on peut faire qu'on ne faisait pas auparavant, qu'il y a plus de pathologies. Mais pardon Philippe Vigier, la question elle est simple également. C'est en cas de vote de cette mesure du doublement de la franchise médicale, est-ce qu'il est normal que ce soit aux pharmaciens de collecter ce reste à charge? Non, on peut trouver mieux pour le faire, mais je voudrais dire que... Mais il n'est pas encore passé, là, l'article sur les franchises médicales. C'est pas quelque chose de nouveau pour les professionnels de santé. Moi, biologiste, lorsqu'il y avait un acte qui était hors nomenclature au laboratoire, c'est moi qui ai encaissé la somme. Donc c'est pas un truc nouveau. Simplement, la solution de facilité qui a été mise en place est une solution qui, à mon avis, qui n'est pas bonne pour les professionnels de santé qui n'ont pas à faire le banquier de l'assurance maladie. Et puis, comme vous l'avez dit, prendre soin des soignants. Avec le Ségur, il y a eu un début de réponse, mais pour autant, on n'est pas au bout du chemin, tant s'en faut.
Pour continuer sur les franchises, mais du côté des patients, est-ce que vous n'avez pas peur des effets indésirables, on va dire, parce que on va consommer, les patients vont peut-être consommer moins vont pas prendre toutes les boîtes dont ils ont besoin pour. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des patients qui disaient, en fait non, je prends pas cette boîte parce qu'il y a un reste à charge dessus? Alors pas forcément pour le reste à charge des franchises, mais avec un reste à charge, parce que c'est pas remboursé. Oui, tout à fait, régulièrement. Aujourd'hui, il y a un renoncement aux soins qui est très important. Beaucoup d'études, il y a beaucoup de chiffres, que ce soit pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons. C'est une dernière étude que j'ai regardée, 6 Français sur 10 renoncent à des soins pour tout un tas de raisons. Donc oui, la conséquence directe, elle est là. Avec une précarisation de la société, puisqu'on est à plus de 10 millions de pauvres aujourd'hui dans notre pays. Donc forcément, on ne dote pas la santé. Je vais faire une petite boutade, mais vous savez, depuis 2 jours, on débat des recettes. Parmi les 3 députés que vous avez là, je suis le seul à défendre des nouvelles recettes. Et c'est un peu frustrant de ne pas se battre pour qu'on dote la sécurité sociale. La simplicité dont parlait mon collègue Vigier, je partage, mais la Sécu prend tout en charge. C'est simple. Et les complémentaires interviennent sur d'autres sujets, comme la prévention. On peut imaginer d'autres interventions des complémentaires. Mais il faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on fait supporter aux complémentaires, c'est le patient qui va le supporter. Donc moi, je suis pour une sécurité sociale dotée de moyens qui prennent tout en charge. Avec quand même, moi je vous dis les choses claires, on ne peut pas accepter que les complémentaires aient augmenté de 20% leurs tarifs, lorsque l'inflation a augmenté de 11%. Et qu'est-ce qui paye? C'est l'usager. Les personnes de plus de 80 ans, ça leur coûte 1 mois de retraite. Sur l'année. Avec 20% de frais de gestion. Il faut qu'on se pose les bonnes questions quand même. Parce que j'entends, il y a le sujet des recettes. Et puis il y a un sujet, moi je le mets sur la table. Est-ce que vous savez exactement, les uns et les autres, combien vous avez coûté à la Sécu dans l'année 2024? Personne ne le sait. Nous n'arrivons pas à faire passer ça. Et la deuxième chose, vous savez, on a tous des smartphones. Vous dites qu'on n'arrive pas à faire passer ça. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, aucun des 577 députés dans l'Assemblée n'a proposé un amendement pour dire, voilà, même s'ils ne payent pas, on va leur présenter la facture. Mais ce n'est pas présenter la facture, c'est simplement les responsabiliser pour qu'ils sachent exactement combien l'assurance maladie a pris en charge, ou les mutuelles ont pris en charge. Dans l'année, ça me paraît la moindre des choses. On ne cotise pas pour soi, la sécurité sociale. Pour tout le monde. On cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. C'est un système de solidarité. Donc on ne peut pas ramener le coût de la Sécu à l'unité. Très bien. Sinon, c'est plus la sécurité sociale. Donc là, madame, votre deuxième question, vous nous demandez qu'allons-nous faire en nous plaçant du point de vue du patient. On est dans une situation, et je réponds bien à la question, une situation de crise du pouvoir d'achat. Je ne parle pas plus parce que tout le monde connaît la situation. L'intérêt du patient, de le protéger, c'est d'éviter d'arriver à ce qui, à mon sens, est le plus grave dans un parcours de soins, c'est le renoncement aux soins, à un moment donné de ce parcours de soins. Et donc, ce qu'on va faire concrètement, ce que l'on fait déjà dans le PLFSS, c'est s'opposer à tout ce qui va contribuer à accroître tout simplement le renoncement aux soins. La franchise médicale, puisque c'est ça le sujet que vous évoquez, madame, la franchise médicale, y contribue, oui ou non? Si on répond oui, moi, en l'occurrence, je réponds oui, alors il faut s'y opposer. Et après, on trouve les solutions financières pour permettre d'éviter d'en arriver au pire, en l'occurrence, le renoncement aux soins, un soin, par exemple, qui serait dispensé par une pharmacie. Mais à cause du reste à charge beaucoup trop élevé dans cette situation où il y a une crise du pouvoir d'achat. Et je boucle la boucle. Il y a aussi des renoncements aux soins qui ne sont pas seulement liés à des raisons financières, mais aussi à des raisons territoriales et géographiques. Exactement. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ne vont plus chez l'ophtalmo parce qu'en fait, le rendez-vous, il est dans 8 mois et il est à 200 km. Le premier renoncement, c'est la désertification médicale. On ne va pas se raconter l'histoire. Ça fait 10 ans qu'on essaye de renverser la table. Et on a même fait un groupe transpartisan là-dessus parce qu'on a des sujets de régulation d'installation des médecins. On ne sommes jamais arrivés. Les dentistes, ça y est, c'est fait. Les pharmaciens, ça y est. Comme vous le savez, si, ça a toujours été comme ça. Ça fait très longtemps qu'on a une... Absolument, et heureusement qu'ils sont là. Et d'ailleurs... On a un maillage qui devient de plus en plus concentré, justement, à cause de problèmes de désertification médicale. Ouais. Et on a un maillage qui... Parmi les solutions... Non, mais simplement, pour qu'on mette les choses en parallèle ou en perspective. Le premier renoncement, c'est quand vous attendez 6 mois, 8 mois, 10 mois. Parce qu'il y a une question qui se pose pour moi, soignant. Je veux qu'à tout moment, qu'on fasse la meilleure prise en charge de la chaîne de soins. C'est ça le sujet. Sur un accident vasculaire cérébral, quand vous arrivez 1 heure après l'accident vasculaire, vous avez 40% de chances de vous en sortir convenablement. C'est là où il y a une inégalité très forte. Ce n'est pas l'affaire des 50 €. Évidemment, c'est une affaire. Mais le plus important, c'est le meilleur accès aux soins possible sur tout le territoire. C'est un sujet. Ce qui est fou, c'est que quand on se penche sur ce sujet des déserts médicaux, on découvre une multitude d'initiatives locales. Je voudrais donner la parole à Florence. Florence, vous êtes
ophtalmologue au Mans, en Sarthe. Vous voulez bien nous dire comment fonctionne le groupement pour lequel vous travaillez? Voilà, alors donc en fait, moi je représente le groupement Ophtamen. Ophtamen est un groupe qui a été créé en 2019 par des ophtalmologistes, précurseurs dans l'organisation des soins visuels. Donc en fait, on a pour objectif de permettre un accès rapide et fluide à la consultation, de donner des rendez-vous pour toute la population d'un territoire, y compris dans les territoires ruraux, puisqu'on est dans... Où il n'y a pas d'ophtalmo, si on se dit les choses. Pardon? Où on manque cruellement d'ophtalmo. On manque d'ophtalmo, et voilà. Et du coup, on a pour objectif, on a trouvé une organisation pour permettre de donner, d'accorder aux patients un service médical de proximité. Alors, comment ça fonctionne? En fait, l'organisation, elle est basée sur 2 choses. Premièrement, le travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes. Et deuxièmement, on a mis en place des postes avancés en ophtalmologie, qui sont des petites unités de consultation. Pardon, c'est des camions? Non, c'est des cabinets d'ophtalmologie, des petites unités de consultation tout à fait équipées comme des centres d'ophtalmologie classiques, qui sont implantés autour du Mans, avec une unité principale de coordination qui reste au Mans et qui pilote le système. Donc concrètement, ça se passe comment? Dans les postes avancés en ophtalmologie, on en a un à Nogent-le-Rotrou d'ailleurs, on en a 7. Eh bien, dans ces PAO, postes avancés en ophtalmologie, en fait, c'est un orthoptiste et une secrétaire qui va accueillir le patient. Le patient va être examiné en présentiel accueilli par la secrétaire, puis examiné par l'orthoptiste. L'orthoptiste va faire recueillir les données de l'examen, donc l'interrogatoire, les mesures chiffrées, la tension oculaire, prendre des photos du fond d'œil et remplir donc un dossier selon un protocole qu'on a organisé en coopération avec les ophtalmos. Et donc cet examen, il est fait donc en présentiel avec l'orthoptiste, mais l'ophtalmologiste n'est pas présent à ce moment-là. Et secondairement, le dossier va être analysé donc en téléexpertise, en différé de façon asynchrone par l'ophtalmologiste qui va donc analyser tous les dossiers. Tous les dossiers sont analysés par l'ophtalmologiste. Oui, parce qu'on précise que l'orthoptiste, il est moins qualifié que l'ophtalmo. Voilà, l'orthoptiste est une profession paramédicale, c'est une formation en 3 ans. Alors, ces orthoptistes, ce sont nos orthoptistes, c'est pas un orthoptiste lambda, c'est-à-dire qu'on a vraiment un binôme. Et donc, une fois qu'il vous envoie son compte-rendu, vous allez regarder s'il y a un problème sur le dossier du patient, vous allez repérer s'il y a un gros problème. En fait, on accède au dossier médical par un dossier médical sécurisé. On va regarder ce qu'a écrit l'orthoptiste, qui aura passé 15 minutes avec le patient. Hein. Donc, il prend son temps, il est ouvert, il est disponible. Et nous, ophtalmologistes, on va analyser le dossier. Et sur ces dossiers, on va essayer... Il y a 2 solutions. Soit c'est finalement un problème simple, c'est des lunettes, et à ce moment-là, l'ordonnance sera... transmise directement aux patients, soit on va dépister une pathologie, puisque nous, notre but, c'est de faire du dépistage des pathologies visuelles, et c'est 17 à 20% des cas. Donc, dans ces cas-là, le patient va être reconvoqué en présentiel avec l'ophtalmologiste. Est-ce qu'avec ce système, vous avez réduit les délais d'attente pour consulter un ophtalmo dans votre département de la Sarthe? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça multiplie les files actives. C'est-à-dire que pendant que les patients sont vus dans les différents centres, l'ophtalmologiste, lui, en plus, ça fait une économie de temps médical parce qu'il va se concentrer sur les pathologies. Lui ne verra pas les cas simples, on ne voit que les cas complexes. Donc grâce à ça, dans 17 à 20% des cas, on va dépister des pathologies, même des pathologies silencieuses, ça nous arrive tous les jours, des glaucomes, des tumeurs, des mélanomes choroïdiens, des DMLA, etc. Et grâce à ça, on arrive alors le patient... Soit on arrive à reconvoquer le patient de toute façon, soit dans les postes avancés en ophtalmologie, soit si c'est plus complexe, dans l'unité centrale de coordination au Mans, on a des examens plus qualifiés, enfin plus spécifiques avec du matériel. Alors ça, c'est un exemple intéressant. Je voudrais aussi donner la parole à Jonathan Wofsy. Vous êtes le maire d'une commune de Seine-et-Marne qui s'appelle Chevry-Cossigny. La Seine-et-Marne, c'est un des départements les plus touchés par la désertification médicale, hein, bien que ce soit pas loin de Paris, mais vous êtes en plein désert médical. Comment vous avez fait, vous, dans votre commune? Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci de me laisser l'occasion de parler d'une initiative locale au nom de ma fonction de maire, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la santé sans associer les élus locaux. Je pense qu'il n'y a pas un des 36 000 maires de France qui n'a pas été sollicité à un moment par un de ses habitants pour dire « J'ai pas de médecin, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour moi ?» Chevry-Cossigny, c'est une ville de 4 000 habitants où il y a un pôle santé avec
4 médecins généralistes, enfin 5 médecins généralistes et 17 praticiens de santé qui sont installés. Alors, comment vous avez fait pour les faire venir? Alors, c'est la première question que tous mes collègues qui viennent de Chevry Cossini me posent comme question. En réalité, j'ai rien fait tout seul. Et c'est là où je pense que la question de la santé, et on parlait tout à l'heure de désertification médicale, de fractures liées à certains sujets financiers, mais aujourd'hui, la désertification médicale, elle fracture la population et les habitants sur 2 sujets. L'accès aux soins, trouver un médecin, et le fait de financer la question de la santé. À Chevry Cossini, on avait un bâtiment qui était disponible dans lequel on a accueilli un premier médecin généraliste qui s'est installé un peu avant que je sois maire, dans les années 2016-2017. Il s'est installé, puis il y a une orthophoniste qui s'est installée, puis un dentiste qui était déjà dans le village, qui voulait quitter son domicile, parce que c'est aussi des modes de fonctionnement qui ont changé totalement. Avant, il y avait beaucoup de médecins qui pratiquaient au rez-de-chaussée de leur habitation dans laquelle ils vivaient. Et aujourd'hui, ils ont envie de faire du soin coordonné. Donc l'objectif, c'était d'arriver à trouver plusieurs praticiens de santé qui vont faire de l'exercice coordonné. Et c'est ce qu'on a fait petit à petit. Et c'est comme ça qu'est arrivé à naître ce projet de pôle santé. On a récemment accueilli le préfet de Seine-et-Marne et le président du département de Seine-et-Marne pour la pose de la première pierre de l'agrandissement du pôle santé. On va agrandir de 300 mètres carrés pour accueillir de nouveaux praticiens de santé parce qu'on a... Mais c'est financé sur les deniers de votre commune? C'est cofinancé. Principalement par la ville, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de laisser la parole aux élus locaux. C'est un projet grosso modo à 1,7 million, on a 500 000 € de subvention, tout le reste c'est financé par la ville. La ville de Chevry, c'est 4 000 habitants, je peux vous assurer qu'1,2 million de financement. Ah, vous les avez trouvés où? Sous les sabots d'un cheval? Vous avez fait comment? Grâce aux praticiens, et c'est là aussi où moi je veux le dire, et vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait pour nos praticiens. À Chevry Cossini, dans le pôle santé, qui est donc un bâtiment public qui appartient à la ville, les médecins payent un loyer. Et ils payeront demain le loyer qui correspond à l'emprunt que nous, on a fait pour faire les travaux. On l'a monté ensemble. Les médecins, ils ont choisi la couleur de leur bureau. Ils ont choisi la couleur du sol. On a travaillé ensemble, main dans la main, médecins, ARS, pour créer un projet de santé. Parce qu'il y a aussi la question de l'accès aux soins, du financement, mais il y a la question de la prévention. Plus on fera de prévention, plus on sera en amont de l'accès aux soins. Oui, il n'y aura pas de boîte de médicaments après. Exactement. Vous adoptez l'amendement Chevry Cossini? C'est l'amendement de la vie de tous les jours. Moi, j'ai été maire 17 ans, donc j'ai construit une maison de santé pluridisciplinaire. D'abord, c'est un projet médical. C'est pas aux élus à l'écrire, c'est aux professionnels de santé. C'est ce que vous avez fait. Créer les meilleures conditions pour les accueillir. Il y a des financements qui sont là. Et une chose importante qui a été dite, parce que madame... J'ai fait référence tout à l'heure aussi à l'ophtalmologie. Il y a un élément nouveau qui est arrivé depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches. C'est tout à fait l'illustration. Avant, le médecin faisait tout lui tout seul. Ça, c'est plus possible. Donc, on délègue à des infirmières de pratique avancée, on délègue à des orthoptistes, on délègue à des pharmaciens. Donc, bref, il y a de nombreuses acteurs. On délègue aussi aux opticiens qui aujourd'hui peuvent contrôler votre vue. Et ça, c'est nouveau. Par exemple, signer des certificats de décès, les infirmières peuvent le faire. Et ça a été une bagarre de longues années avec l'ordre des médecins. Et c'est indispensable parce qu'on a un sujet en 2025 en France. C'est que malgré le fait qu'on ait augmenté, comme vous savez, sensiblement le numerus clausus, le nombre d'heures médicales disponibles est celui que nous avions en 1975 dans le pays. Voilà. Parce que la population a augmenté et que les médecins travaillent, entre guillemets, moins qu'ils ne travaillaient auparavant. Nathalie Coutinet, qui est l'arbitre de ce débat, veut apporter une précision. Non, effectivement, le problème majeur des déserts médicaux, c'est le manque de médecins. Et ce manque de médecins, il résulte évidemment de politiques qui ont été menées pendant des années de numerus clausus qui étaient beaucoup trop importants, menées avec les médecins d'ailleurs, les politiques de numerus clausus, donc de restreindre le nombre d'étudiants en médecine. Et il y a des études, notamment études du ministère de la Santé, qui montrent que jusqu'en 2035, il y aura un problème de nombre de médecins, de densité médicale, et donc cette situation va même s'aggraver jusqu'en 2035, puisque même si le numerus clausus est un petit peu au fait ouvert... Il a été triplé quand même. Il y a toujours 10 ans d'études. On est à 10 000 par an maintenant, on était à 3 500 en 2001. Oui, mais on en verra les effets. Que les étudiants se forment, parce qu'on ne devient pas médecin du jour au lendemain. Et donc, c'est estimé à 2035, parce qu'on a aussi, effectivement, il y a des médecins qui vont arriver, mais il y a aussi l'âge des médecins fait que qui vont partir à la retraite. Vont partir à la retraite. Et donc, ceux qui arrivent ne vont pas compenser ceux qui arrivent à la retraite. Donc, évidemment, les initiatives, elles sont excellentes, mais ça ne résout pas le problème du nombre de médecins qui manquent sur le territoire. Il y a un deuxième problème. C'est-à-dire que oui, il y a un problème de nombre de praticiens, il y a aussi un problème de répartition sur le territoire. Et il y a aussi un problème, ce n'est pas un problème en soi d'ailleurs, il y a d'autres modes de vie. C'est-à-dire que moi j'ai connu des médecins qui passaient leur vie à faire de la médecine, les fameux médecins de campagne. C'est fini maintenant. Les gens ils veulent vivre normalement et les médecins aussi aspirent à vivre normalement, à peu près normalement, parce que je crois que quand on est médecin, on ne vit pas vraiment normalement tout le temps. Et donc ça réduit le temps médical. Pour revenir à l'initiative, pour moi il y a
énormément d'initiatives qui sont valables au niveau local. Il y a ce que vous venez de décrire. Moi, avant d'être député, j'ai travaillé sur la mise en place d'un centre municipal de santé avec des professionnels salariés, parce que ça peut correspondre à une nouvelle aspiration des professionnels. Il y a des maisons de santé qui fonctionnent très bien. Et en fait, il y a quelques mois de là, j'ai fait un rapport pour évaluer l'aide à l'installation des médecins. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les professionnels, unanimement? D'ailleurs, l'enveloppe n'est pas toute dépensée. Ils nous disent, mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas de l'argent. Ce qu'on veut, c'est être sur un territoire où on peut vivre normalement, où on peut emmener nos enfants à l'école, où notre conjoint va pouvoir trouver du travail, où on pourra se déplacer, où on pourra habiter. Et donc, on s'aperçoit que les initiatives locales, elles prennent d'autant plus d'importance que c'est leur capacité à s'organiser et puis à aménager le cadre de vie qui fera qu'ils s'installeront, en fait. Christophe Benz. Oui, pour essayer de résoudre la situation, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent dans le monde médical, vous madame, ou dans le monde des collectivités, sur les territoires, vous monsieur. Et généralement, elles fonctionnent bien. Vous madame, vous posez la question de la mutualisation des compétences entre professionnels, des transferts ou des délégations de tâches. Et c'est des sujets qu'on a régulièrement, vous le savez, à l'Assemblée, sur lesquels on légifère et on avance. Après, il y a aussi, je pense, en tout cas sur ce sujet-là précisément, des écueils à bien réfléchir, à bien anticiper, parce que aujourd'hui, par exemple, si je prends les lois qui ont été votées de délégation de tâches des médecins généralistes vers d'autres professionnels, notamment les infirmiers, ça poserait, si on va trop loin, aussi la question de la place du médecin généraliste dans le parcours de soins, singulièrement dans l'entrée du parcours de soins. Quant aux collectivités, effectivement, il y a beaucoup de bonnes initiatives qui sont menées et financées par les collectivités, avec beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, au passage, il y a pas plus tard qu'il y a 48 heures, je présentais un rapport précisément sur le rôle des collectivités territoriales dans le monde de la santé. Simplement, il y a peut-être un peu trop d'acteurs et parfois, moi je vois, dans ma circonscription, des maisons pluriprofessionnelles, j'en ai inauguré plein, même des extensions, avec beaucoup de bureaux médicaux qui sont vides. Donc en fait, la question principale, elle est la question de la carence du nombre de soignants. Je finis juste là-dessus, madame, si vous me permettez. La question du nombre de soignants et donc la question capitale, centrale, c'est la formation. Voilà. Je voulais illustrer votre propos. Oui. Avec un reportage ce soir à Sémur-en-Auxois, c'est en Côte d'Or, où il y a une des maisons France Santé. Vous savez que Sébastien Lecornu a promis d'en ouvrir, qu'il y en aurait 5000 en France d'ici 2027. Aujourd'hui, il y en a 2500. Et on est allé visiter donc celle de Semur-en-Auxois. C'est un reportage sur le terrain de Baptiste Gargui-Chartier et Pierre Beretta. C'est une commune nichée au cœur de la Côte d'Or. Semur-en-Auxois, 4200 habitants. Il y a 5 ans à peine, décrocher un rendez-vous médical relevait du défi. Mais depuis, cette maison de santé semble avoir tout révolutionné. Bienvenue dans la maison de santé de Semur. Audrey Hagelstein coordonne les lieux. Ici, 25 professionnels exercent au sein des murs. Médecins, podologues, psychologues, rhumatologues, 2 infirmières aussi. Coucou les filles. Comment ça va? Ça va, merci. Ouais. Lorsque le projet prend forme sans détour, elle s'engage avec conviction. Là, franchement, c'est la révolution. On peut recevoir n'importe quelle personne. Et lui faire bénéficier, je dirais, d'un panel de professionnels qui est bien. Ça a marqué d'une pierre blanche toute l'offre de santé sur la ville. Chaque jour, 200 patients franchissent le seuil de l'établissement, 4 fois plus qu'à l'ouverture. Et derrière ces chiffres, une raison qui fait toute la différence. Les patients mettent moins de 30 minutes pour venir avoir leurs soins, de n'importe quel type. Donc ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Indispensable. Et ça, Elisabeth Charles en est convaincue. Cette patiente de 75 ans est suivie dans cette maison depuis l'ouverture. Un soulagement. C'était une bénédiction. On n'est pas obligé, pour certains, même pour les spécialités, d'aller à Dijon. Mon médecin, en fait, il est parti en retraite et du coup, la maison de santé a repris notre dossier. Donc, c'était plus facile pour nous, en sachant qu'on habite à 5 minutes d'ici, d'avoir quelque chose de concret ici, quoi. Mais la maison a quand même ses limites. Il y a peu, cette jeune médecin a rejoint la structure et son agenda est déjà bien rempli. Les prochains créneaux normaux, donc qui ne sont pas réservés aux urgences, on en a le 4 décembre. Pas avant. Non, pas avant. Car l'établissement recherche un généraliste depuis le début de l'été pour compléter l'équipe médicale. Les créneaux se font donc plus rares. Et maintenant qu'il y a un des médecins qui est parti, c'est un petit peu plus compliqué. La maison de santé, pour moi, c'est bien d'en construire plein, mais on peut construire les murs, mais il faut pouvoir les remplir. À 2 kilomètres de là, la mer est aux avant-postes.
Tu sais où on en est là actuellement du recrutement d'un médecin? Trouver un médecin le plus rapidement possible, la tâche n'est pas facile. C'est compliqué parce que les jeunes professionnels de santé, d'abord, ils vont plutôt en ville et plutôt dans le sud que dans des territoires comme les nôtres. Donc il y a tout un travail à faire qui est d'expliquer que venir dans une petite ville comme la nôtre, en territoire rural, c'est des conditions de vie qui peuvent être agréables. Contre les déserts médicaux, Sébastien Lecornu mise sur la multiplication des maisons de santé, un moyen qui, pour l'heure, ne semble pas être la solution miracle. Qui parmi vous a eu recours à une maison de santé? Qui s'est déjà rendu à une consultation dans une maison de santé? Personne. Moi, forcément. Ah oui. Le maire peut tomber malade aussi. Il a le droit. Philippe Vigier, vous vouliez intervenir. Il y a quand même un avant-après. Aucune solution n'est parfaite. Les élus locaux sont face à un mur. Hein, les premières demandes, c'est trouver des rendez-vous. Donc, ce maillage de maisons de santé et de centres de santé, et puis la coordination avec l'hôpital, c'est la base de tout. Écoutez, nous sommes le département français le plus désertifié de France. 78 praticiens pour 100 000 habitants. L'Eure-et-Loire, à 70 km de Paris. Eh bien, on a monté des soins non programmés du lundi au vendredi, de 17h à 19h. Vous n'avez pas de médecin, on s'occupe de vous. On arrive à le faire. C'est vrai que sur la formation, vous avez raison, madame, on est enfin à 10 000 médecins, mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos. Les médecins s'installent de plus en plus tard. C'est comme cela. Il faut respecter leur mode de vie parce qu'ils ne veulent plus travailler 80 heures, 100 heures comme on le faisait auparavant. C'est encore 54 heures par semaine, un médecin libéral. Oui, donc quand tous ceux qui nous parlent des 35 heures ou de la retraite à 60 ans, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est bien content quand même d'avoir des médecins de 70 ans qui continuent de faire la régulation ou de faire encore des remplacements. On en est là. La vraie vie, c'est celle-là, qui nous confronte à des difficultés absolument terribles. Donc c'est une somme de solutions, il n'y a pas une seule solution qui existe. Et puis il y a une très belle initiative qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle les médecins solidaires. Des gens qui acceptent d'aller passer 2 mois, par exemple en Creuse. Moi, j'en connais qui sont à la retraite, qui commencent à le faire. Mais là encore, ça ne donne pas une image de rafistolage. Les médecins solidaires. Vous avez raison, mais par exemple, sur la régulation, les médecins eux-mêmes ne veulent pas réguler. En France, vous avez 87% du territoire qui est un désert. Nous avons proposé modestement une chose, je ne sais pas quel est votre sentiment avec le panel qui est devant nous, c'est que dans les zones surdenses, parce qu'il y a des zones surdenses, eh bien, on puisse mettre une nouvelle plaque lorsqu'il y a une plaque qui s'enlève. C'est simplement pour laisser la même densité, ce n'est pas pour la descendre. Eh bien, on a des difficultés. Alors, il y a un bel espoir qui arrive, c'est les fameux docteurs juniors. Vous savez, c'est la 4e internat de médecine, ce qu'on appelle pour les internes de médecine générale. Ils vont rentrer en place à partir du mois de septembre 2026. Il y en a 3800 qui vont être projetés dans tous les territoires. Donc, c'est des médecins qui ont fait 4 ans. 4 ans d'internat, c'est donc la 10e année d'études. 10e année d'études. C'est une étude très très longue. Avant, on était généraliste au bout de 7 ans. Maintenant, c'est 10 ans. Allez-y, monsieur le maire. Juste rajouter une toute petite chose. J'ai entendu parler de la formation et je crois qu'il y a un vrai sujet aussi pour accueillir les internes dans les territoires, pas forcément pour qu'ils s'y installent. Typiquement sur l'agrandissement qu'on fait à Chevry-Cossigny, chaque médecin généraliste aura à côté de son bureau un bureau pour accueillir un interne. Cet interne, il n'aura pas forcément vocation à s'installer dans cette structure, mais à s'installer autour, dans un périmètre qu'il aura connu, parce qu'il sera venu pendant plusieurs mois, voire années, faire ici, accueillir de la patientèle qu'il aura créée. Et moi, je crois aussi que nous, élus, il faut qu'on arrête avec nos frontières administratives qui, des fois, limitent beaucoup les choses. Je ne crois pas que toutes les villes de France auront une maison de santé avec assez et suffisamment de médecins. Par contre, il faut qu'on arrive à être solidaires ensemble sur des territoires qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux sur lesquels on travaille d'habitude. Et je pense notamment aux intercommunalités. L'habitant qui habite à 15 km de Chevry-Cossigny, qui soit dans l'intercommunalité de Chevry ou pas, ce dont il a besoin, c'est un médecin et de pouvoir être accueilli et soigné. Oui, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir prendre les ophtalmos qui sont dans la Sarthe. Ça fait trop loin. Peut-être un peu loin. Mais dans notre organisation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 choses pour répondre. C'est que premièrement, on n'oblige pas l'ophtalmologiste, je parle de ce que je connais, à se déplacer, à déménager en fait dans une région où il n'a pas forcément envie d'aller. Il n'y a pas une contrainte pour lui de déménager. Mais les patients sont du territoire rural, sont examinés et le dossier est analysé et le médecin se rend 2 fois par semaine. Il y a un médecin en tout cas qui se rend ou 2 fois par semaine sur le territoire quand il y a besoin d'examens plus spécialisés. Donc en fait, c'est l'expertise médicale. Enfin, tous les patients sont examinés, sont reçus, on ne refuse personne. Tous les patients bénéficient d'un examen.
tous les dossiers sont analysés par l'ophtalmologiste, donc c'est pas c'est une délégation de tâches, oui, mais supervisée par l'ophtalmologiste qui reste le seul à prendre des décisions, à décider, à se prendre en charge le patient. Donc on assure l'expertise, on assure la proximité du patient, et ensuite on assure aussi la qualité des soins, puisque quand il y a quelque chose, un problème, le patient va être géré de A à Z par l'ophtalmo sur le même territoire. Bon, ils assurent aussi la communication, vous avez vu, elle en parle très très bien. Non mais vraiment, on se faisait la réflexion, on porte quasiment tous des lunettes. On est aussi à une époque où on a besoin de beaucoup plus d'ophtalmo qu'avant parce qu'on abîme nos yeux sur des écrans. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a un maillage des ophtalmos qui ne correspond plus du tout aux besoins actuels de la population, non? Nous, on pense que ce n'est pas une question de nombre d'ophtalmologistes, mais c'est une question de répartition. Bah, c'est comme les médecins en fait. On a dit, mais aussi d'organisation. Tout est dans l'organisation. Parce qu'en fait, on peut, si on compare à ce qu'il y a... Moi, ça fait 20 ans que je suis installée. Si je compare par rapport à la situation il y a 20 ans, lors de mon installation, c'est plus du tout la même chose. Les moyens techniques ont beaucoup évolué, les machines ont beaucoup évolué. Mais justement, ça devrait aller plus vite. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous mettiez 8 mois pour avoir... On mettait 8 mois pour avoir un rendez-vous chez vous, par exemple? Alors, oui, dans la... Oui. Parce que moi, j'ai toujours été... c'est un vieux problème. Hein. Par cette, il y a moins de professionnels. Vous savez comment ils font, les gens, pour avoir des lunettes, maintenant? Ils vont plus chez l'ophtalmo d'abord. Ils achètent des lunettes à la pharmacie. Accès, ou alors parfois ça coûte un peu cher d'aller chez l'ophtalmo quand il y a des dépassements. Non, ils vont chez l'opticien, ils se font mesurer les yeux et ils font faire une ordonnance par leur médecin généraliste. Il y a des règles. Et ça veut dire que c'est une forme de renoncement aux soins parce que s'il y a des pathologies plus importantes, eh ben, le professionnel ne le voit pas. Mais pour chez moi, dans ma circonscription, c'est comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas le choix. Le seul moyen d'avoir des lunettes, c'est de se faire prescrire par son médecin généraliste. Mais ça a l'air de vous scandaliser, mais pardon. Oui, ça me scandalise. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un problème de cœur et que vous allez voir un pneumologue, ça va poser problème. Ouais. Il faut mieux aller voir le bon professionnel pour les bonnes pathologies ou supposées pathologies. Des bonnes pratiques aussi. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que tous les patients viennent consulter ou veulent avoir un examen chez l'ophtalmologiste parce qu'ils disent tous « je viens pour des lunettes ». Mais en fait, les lunettes, c'est juste un examen de la réfraction. Ça sert, c'est le premier temps de l'examen visuel. Philippe Vigier. Nous, notre objectif, c'est de faire du dépistage et de la prise en charge de pathologies, notamment silencieuses, qui peuvent arriver à des catastrophes si on ne les a pas dépistées à temps. Et je rebondis sur cette histoire de coût. En fait, si on dépiste les pathologies à un stade tardif, eh ben ça coûte beaucoup. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Je voulais passer également, je voulais donner la parole à Sophie également. Vous vouliez prendre la parole. Je voulais parler des territoires parce qu'on a beaucoup de clichés et moi j'habite Paris-Centre. On est 100 000 sur le papier. Donc Paris-Centre, c'est 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement à Paris, hyper privilégié et hyper fréquenté également. Donc il y a beaucoup de gens qui apprécient de pouvoir se consulter ou se faire suivre pour des soins à côté de leur travail. Et donc ça fait exploser l'achalandise. Or, pour trouver un médecin en secteur 1, c'est mission impossible. La mairie est alertée. Et secteur 1, on rappelle que c'est des médecins qui pratiquent un tarif sans dépassement d'honoraires. Je précise pour les téléspectateurs. La grande justification donnée par tous les soignants, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les kinés, tous ces gens-là qui sont essentiels au maintien à domicile des personnes vieillissantes. Donc les Parisiennes et les Parisiens aussi vieillissent, ils sont handicapés, ont besoin de voir des kinés ou d'avoir des soins réguliers. Or, un kiné se remboursait 16 € à peu près en secteur 1. Donc un kiné, s'il n'est pas propriétaire de son cabinet, c'est impossible qu'il s'y retrouve. Donc il faut les comprendre à cause des conditions d'exercice. Paris-Centre se désertifie en secteur 1. Et c'est un truc qui passe complètement sous les radars. Alors je n'ose même pas imaginer comment ça se passe en province. Et on doit également sortir de Paris-Centre, aller en banlieue des fois pour avoir accès aux soins en secteur 1. Voilà où on en est, quoi. Alors on ne sait pas comment Vous-même, ça vous est arrivé de renoncer à des soins? Ça vous est arrivé de renoncer à des soins? Ou les personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de mobilité, parce qu'à Paris-Centre, on ne peut pas rouler en voiture, donc forcément, c'est compliqué de venir chercher une personne en fauteuil. C'est toute une accumulation de contextes qui fait que même des territoires hyper privilégiés sur le papier, en fait, l'ARS ou je ne sais pas qui décide, nous, on est obligé de partir de notre territoire quand on est handicapé ou invalide. Et c'est pas normal, quoi. Voilà, c'est l'accès aux soins qui est impossible et c'est mal géré. On voudrait que ça change.
En fait, c'est le professionnel qui... Juste sur le secteur 1, secteur 2, parce que je suis un des co-auteurs de la mission d'évaluation sur les dépassements d'honoraires. Sur les dépassements d'honoraires. Vous avez raison, c'est un vrai problème, l'accès au secteur 2. Renforcé, facilité par le docteur junior. Avant, c'était 2 ans chef ou chef adjoint de clinique, je crois, hein, c'est ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'1 an. Mais le problème, c'est que 75% des spécialistes, maintenant, s'inscrivent en secteur 2. Alors, la moitié, c'est contrat avec la CNAM, donc sous Optam, et l'autre moitié, c'est secteur 2 hors Optam, donc une certaine liberté tarifaire. Et on a vu dans les cartes, effectivement, qu'à Paris, c'est là où il y a les plus gros dépassements d'honoraires. Et on est à plus de 150%. Hein. Et donc ça, c'est un renoncement aux soins, ça produit un renoncement aux soins qui est terrible. Vous voulez réagir, Philippe Vigier, Christophe Benz? Non, mais si, je ne peux pas dire le contraire. Moi, quand j'ai fait les rapports sur la désertification médicale, je prenais souvent l'exemple du 18e, du 20e, ne serait-ce que pour aller voir des généralistes. Mais si on a autant de dépassements d'honoraires, on va dire les choses clairement. 30 € la consultation médicale. Voilà. Regardez, vous avez des actes paramédicaux qui vous coûtent 50, 60 €. Est-ce qu'ils sont payés? Parce que, je suis désolé, ça peut durer 5 minutes ou 10 minutes, et ça peut durer 3/4 d'heure. Excusez-moi, mais quand si vous voulez faire un travail... Quand on regarde les revenus des médecins, ils n'ont pas baissé, et en particulier des spécialistes qui font les plus gros dépassements d'honoraires, je pense que les revenus comparés à la moyenne des revenus... Je viens de parler des généralistes. Oui, les spécialistes, il n'est pas à 30 €, madame. Ils sont secteur 1. Mais ceux qui sont en secteur 2, il y a bien leur vie. Attendez, je vous ai parlé des généralistes. Oui. Les généralistes, ils sont à 80%, comme vous savez, en secteur 1. Donc ceux-là, ils sont à 30 € la consultation. Lorsque vous avez passé 30 ou 30 patients dans la journée, je vous assure que le soir... Franchement, pour bien les connaître, pour avoir travaillé avec eux pendant de longues années, c'est difficile. Ils ont aussi d'autres rémunérations en plus. Comment ? Ils ont d'autres rémunérations. Oui, mais enfin, pour autant, on ne va pas dire que c'est absolument extraordinaire. Le revenu bien qu'on compare avec d'autres spécialités sur lesquelles il y a des dépassements d'honoraires, comme Yannick Monnier, qui ont d'ailleurs beaucoup explosé ces dernières années. C'est ça le sujet. Et puis, c'est très bien, on se dirige de plus en plus vers de la télémédecine, la téléradiologie. Il va falloir qu'on l'encadre à un moment, parce qu'il y a un sujet dont on ne parle pas. C'est la financiarisation de la médecine, avec les grands groupes qui sont derrière et qui sont en train de tout tenir. Moi, je ne suis pas persuadé qu'un professionnel doit être derrière un écran toute la journée. Je pense qu'il faut voir du patient, parce qu'il y a un échange direct avec son patient. Donc, il va falloir faire des régulations là-dessus. Vous savez d'où vient le secteur 2 ? En fait, et ça reboucle avec ce que j'ai dit au départ. En fait, le secteur 2, c'est Raymond Barre en 1980. Oui. Puisqu'il y a un problème de tarification, effectivement, de la médecine, puisqu'on est sur une nomenclature tarifaire qui est relativement faible et un peu particulière. Et donc, plutôt que de doter la sécurité sociale de moyens suffisants pour payer correctement les professionnels de santé, on a dit, écoute, on va créer un secteur 2 où vous aurez le droit de faire des dépassements d'honoraires pour vous rémunérer. Et ça vient de ça, le secteur 2. Donc, la solution, une des solutions pour moi, c'est de doter la Sécu et de rémunérer correctement les professionnels. Je crois que vous êtes favorable au salariat des médecins. Ah ben, je suis favorable, bien sûr, mais je ne suis pas contre le reste. Ça répond à une demande aussi des professionnels de santé, le salariat. Ça vous met en colère? Non, moi je suis favorable à la liberté. Ceux qui veulent être libéraux sont libéraux, ceux qui veulent être salariés sont salariés. D'ailleurs, de plus en plus, même dans les centres de santé, il y a souvent des médecins qui sont salariés jusqu'à 17h et à partir de 17h30, ils demandent d'avoir une activité libérale. Et d'ailleurs, de plus en plus, il faut que le secteur public et le secteur privé se parlent, se croisent, se voient et travaillent ensemble, plus encore qu'ils ne le font. Moi, je suis contre la liberté du renard dans le poulailler, quoi. Christophe Benz, vous vouliez intervenir sur ce point? Oui. Madame, vous posez la question territoriale. D'abord, sur la question des conventionnements, il n'y a pas qu'à Paris, dans les zones rurales comme chez moi. Aussi, il y a des médecins, des praticiens secteur 1 qui vont se déconventionner, secteur 2 ou 3. Il n'y a pas qu'à Paris et on est tous touchés, pas de la même manière, mais on est tous touchés au final. Vous posez aussi, en deuxième point, la question de l'accès aux soins. Je rappelle toujours que dans accès aux soins, il y a accès au sens d'accessibilité et qu'il y a des particularismes de personnes, parce que certaines personnes, notamment les personnes âgées, mais pas que, peuvent avoir des problèmes de mobilité, de capacité de déplacement. Elles peuvent avoir des problèmes d'isolement aussi. Alors, je sais qu'en zone rurale, c'est très fort comme problématique. D'isolement parce qu'on n'a plus les enfants, la famille, on n'a plus de proches, on est totalement isolé, donc on a du mal à accéder aux soins. Et les visites à domicile? Et les services de soins à domicile, tout est défaillant. Pourquoi? Et c'est là où je pense qu'on a une vraie réponse à apporter. Pourquoi aujourd'hui est-ce que ça ne fonctionne pas? Précisément parce que les décideurs, une partie des décideurs, pour être précis, des décideurs en matière de santé, sont des gens qui sont déconnectés des réalités des
particularité très locale. Parce qu'on est en territoire urbain, rural, Et quand vous dites les décideurs, littoral. on a 577 députés à l'Assemblée nationale qui viennent de toute la France. Donc chacun connaît justement le maillage et les particularités locales. Donc vous dites on a des décideurs qui ne sont pas au courant. Mais vous êtes les décideurs. Non, les acteurs de la santé, nous, on fait les lois. Les décideurs, je pensais naturellement aux agences régionales de santé, n'ont pas ou peu connaissance des réalités locales, si vous me permettez, territoriales. C'est précisément ce que je disais. Alors, il y a Marie qui veut intervenir. Marie, vous êtes sage-femme. Voilà, alors justement, moi je vis de plein fouet les décisions locales de l'ARS, puisque je suis sage-femme et jusqu'au 31 octobre, j'étais salariée de la maternité des Lilas qui, je pense, vous le savez, vient de fermer. D'entre vous vient de fermer. Voilà, alors moi je ne peux pas m'enlever de la tête que cette fermeture, c'est de la responsabilité des politiques françaises. Vous l'avez dit, je crois, monsieur, la tarification à l'activité qui a été mise en place en 2004-2005, je crois. Voilà. A décidé, aujourd'hui, on privilégie l'acte plutôt que le soin. C'est-à-dire que je passe 12 heures de ma nuit à m'occuper d'une patiente qui va accoucher. Ça rapporte autant que 5 minutes. 5 minutes. On est dans une dynamique de rentabilité, vous le savez. Il faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on rentabilise les lits, il faut qu'on rentabilise les séjours. Et donc, dans tout ça, c'est les patients qui pâtissent et les soignants aussi. On ferme des maternités à taille humaine, on ferme des maternités qui sont... Alors, pour ma part, des maternités de proximité aussi. Le 93, c'est quand même le département de France métropolitaine qui a le plus de nombre de naissances. Bon, malgré la baisse qui existe, ok, mais ça ne suffit pas à expliquer ça. Le maire de la ville était très impliqué dans notre survie, ça n'a pas suffi. Et donc, on fait ça au profit de grosses structures hospitalières qui doivent en fait absorber toutes ces maternités qui ferment. Et quand on pense aujourd'hui que la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide, je pense qu'il y a clairement... Dans l'année qui suit la naissance. Voilà, dans l'année qui suit la naissance, clairement une relation de cause à effet. Quelle est votre question? Quelle question vous vouliez poser aux députés? Moi, je suis en colère. Comment ne pas brader la santé des femmes aujourd'hui? Comment leur donner un moyen d'accès aux soins quand on pense que le rapport sénatorial de 2024 dit qu'il faut plus de soignants, plus de réorganiser l'offre le parcours de soins autour de la maternité en fonction des besoins et non en fonction de l'activité. Comment aujourd'hui, alors que l'Académie de médecine le dit également, il faut revoir les décrets de périnatalité qui datent de 98. Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour la santé des femmes? Parce que pour moi, aujourd'hui, la politique française est en train de brader cette santé-là. Merci. Christophe Benz, vous aviez levé la main. Parce que ce que vous dites me fait penser à une autre, je crois que c'était madame, problématique que vous souleviez. Vous disiez, finalement, on ne manque pas de temps de praticiens, c'est plutôt une question de répartition, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On a quand même un manque de praticiens en nombre. On a une carence du nombre de soignants proportionnellement aux besoins en santé. Et l'offre n'est pas adaptée aux besoins. Et pour plusieurs raisons, mais pour une raison principale, le vieillissement, naturellement, qui accroît les besoins en soins, parce que, pour des raisons générationnelles, on va le dire pudiquement, pour des raisons générationnelles, les praticiens d'hier n'ont pas les mêmes pratiques que les praticiens de demain, d'aujourd'hui et de demain. Je m'explique. Aujourd'hui, pour remplacer un médecin qui va partir à la retraite, c'est pas 1 ou 1,2 ou 1,5 médecins qu'il faut pour le remplacer, mais 2 voire 2,3. C'est-à-dire qu'en fait, puisque le temps de travail réduit, pour ces praticiens, eh bien, on a en fait besoin du double en termes de renouvellement et de formation. À ceci près qu'on est, ce que je disais tout à l'heure, on a la technologie... Il faut un micro. Pardon? Oui, je ne voyais pas votre micro, pardonnez-moi. À ceci près que, comme on disait tout à l'heure, les moyens technologiques se sont améliorés et aussi qu'on arrive justement à créer des coopérations avec différents professionnels basées sur la délégation de tâches. Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument garder le contrôle, on est d'accord, de cette organisation. Stéphanie voulait prendre également la parole. Stéphanie, vous êtes infirmière. Alors oui, moi je suis infirmière et je vais intervenir en tant qu'un peu ovni. Personne n'est un ovni, Stéphanie. Donc je suis infirmière, je suis mariée avec un médecin de campagne. Mon père était médecin de campagne, donc effectivement, la manière dont mon père exerçait, dont mon mari exerce et dont je vois les nouveaux praticiens, les internes qu'encadre mon mari, enfin, je vois bien que c'est plus du tout la même mentalité. Qu'est-ce qui est différent? Mais alors je l'entends, je ne critique pas. Mais c'est vrai que les nouveaux médecins, c'est vrai qu'ils ont droit à une vie.
Moi, je veux dire que mon à laquelle votre père n'a pas eu droit, peut-être, parce que... Oui, je pense qu'il c'est un peu un ovni aussi, mais je pense que c'est... Nous avons la famille docteur extraterrestre. Je vais parler en Klingon. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je trouve ça hallucinant. Quand on est médecin, c'est comme si vous me disiez, je vais être couvreur, et puis qu'arrivé au pied du mur, vous dites, ah ouais, mais non, j'ai le vertige. Au-delà d'un certain seuil, j'ai le vertige. Ben non. Quand on fait infirmière, on le sait qu'on va avoir des week-ends qui seront pris, des fêtes de famille qui seront prises, des jours fériés. Je ne dis pas que c'est un... Vous voulez dire que ouais, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous voulez dire que la jeune génération a moins cette idée de sacerdoce? C'est peut-être une histoire de... Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une... Moi, j'ai toujours eu dans l'esprit que c'était une profession qu'on embrassait, avec les désagréments que ça comportait. Je ne dis pas mourir au travail, non. Mais voilà, ensuite, je trouve que les médecins sont parfois arc-boutés sur leur position, sur leur... Pourquoi ne pas déléguer à des infirmières en pratique avancée? Ah, vous touchez au corporatisme des médecins? Bah oui, et pourtant, je suis mariée avec un, mais... Et vous êtes la fille d'un? Aussi, oui. Mais à un moment, il faut travailler en bonne intelligence. Je ne dis pas qu'une infirmière en pratique avancée va remplacer le médecin. Ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, et qui... Notamment avec les piqûres. Pardon? Il en a été question récemment, quand on a délégué aux infirmières, certaines pratiques qui étaient réservées encore jusqu'à récemment aux médecins. Ah oui, alors les pédicures, oui, ça arrive. C'est quand même un peu coton, parce que quand vous avez un patient diabétique, un pied diabétique, c'est pas le pied de tout le monde non plus. Donc, après, à voir avec les assurances. Hein. Répondre peut-être. Moi, je voudrais juste répondre à la question par rapport aux médecins. Il y a quand même une augmentation du taux de suicide également chez les étudiants en médecine. Et je pense peut-être que si on veut de bonnes conditions de travail pour tout le monde, il faut qu'on nous en donne les moyens. Ah oui. Également, ne pas travailler dans des usines hospitalières. Enfin, je veux dire, je pense que... Le médecin aujourd'hui ou le soignant aujourd'hui, s'il a envie d'avoir une vie à côté, c'est justement pour préserver sa santé. Après, on peut débattre là-dessus, mais de façon à ce que tout le monde puisse avoir une bonne prise en charge, il faut soigner les soignants, comme le disait Madame au début, il faut soigner les soignants pour qu'on puisse soigner les patients derrière. Pour rebondir. Stéphanie n'avait pas terminé sa question. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'il faut il faut que les soignants puissent avoir une vie. Je ne leur dénie pas le droit. C'est juste qu'il y a un moment, il faut aussi... Et si, effectivement, il y a autant d'étudiants en soins qui se suicident ou qui abandonnent, c'est parce qu'on arrive aussi dans des lieux de stage. Pardon, mais moi, j'ai fait mes études il n'y a pas longtemps. Et dans des lieux de stage qui ne sont pas bienveillants. On est considérés comme des infirmières tout en n'ayant pas les responsabilités ni le statut. C'est un peu comme ça m'arrange quand ça t'arrange. Non. Et moi, je me permets de rebondir sur le bien-être du soignant. Moi, pour avoir rejoint il n'y a pas longtemps, j'exerçais j'exerçais un peu seule. Auparavant, j'ai rejoint un groupe là, de jeunes. Est-ce que vous êtes mieux en groupe? Beaucoup mieux, parce que je pense que ce qui est très important, c'est effectivement de lutter contre l'isolement du soignant et de ne pas avoir tout sur ses propres épaules. Alors, l'émission va toucher à sa fin. Je vous donne maintenant la parole à chacun. Philippe Vigier. Mais il y a une chose qui s'est lancée depuis 10 ans, qui est formidable, c'est les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé qui permettent de regrouper tous les professionnels et qui sont en lien. À l'hôpital, moi j'étais interne pendant 5 ans, on était avec le staff du lundi matin, on voyait les dossiers avec tous les praticiens. Là, les médecins ne sont plus seuls, les infirmières ne sont plus seuls, c'est une chaîne qui s'organise. Alors j'entendais madame ce que vous disiez pour la maternité, mais on a aussi des sujets, moi j'ai le même problème chez moi. Vous trouvez, vous, 5 gynécos qui veulent faire les 24-24 ? Comment je fais? Est-ce que je trouve des anesthésistes réanimateurs? Il y a des spécialités médicales, il faut oser le dire, où on manque cruellement de professionnels. Cruellement. Regardez, au classement de l'internat, ce qu'on appelle l'examen national classant, les premiers qui prenaient anesthésie, réanimation, c'est terminé, ils ne les prennent plus. Parce qu'aussi, il y a eu une évolution sociétale. Ils veulent aussi avoir une vie plus agréable que ceux qui sont passés par là n'ont pas eu. Il faut le reconnaître humblement. Et ils ont le droit d'avoir des familles, ils ont le droit de faire autre chose. J'allais rebondir aussi sur ce sujet, madame, que vous connaissez bien avec un père et un mari médecin. Mais oui, les jeunes générations de médecins ne veulent plus faire
de leur profession un sacerdoce, si je reprends votre terme, pour leur vie. Oui, mais il n'y a pas de tabou. J'ai auditionné à plusieurs reprises les jeunes étudiants en médecine, les jeunes internes, les jeunes médecins. Ils le disent et l'assument aujourd'hui en disant on veut avoir une vie. C'est souvent la formule qu'ils emploient. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas porter de jugement moral. Surtout pas. Il faut faire avec. Non, parce qu'on ne va pas créer un nouveau fossé générationnel. Non, bien sûr que non. Il faut prendre acte, il faut prendre cela comme une donnée et faire évoluer le système pour l'adapter. C'est un peu le rôle du politique de faire évoluer les lois en la matière. Yannick Monnet. Oui, et pour faire évoluer les lois, il faut avoir une orientation. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je veux finir là-dessus, parce qu'on a parlé beaucoup de médecine de ville, mais la question de l'hôpital public qui a été posée. C'est le cœur de notre santé, l'hôpital. Aujourd'hui, il manque 2,8 milliards à l'hôpital. Donc, oui, si on ne règle pas cette question des moyens dédiés à l'hôpital, qui a été mis à genoux par la tarification, parce que vous avez totalement raison, et on l'a vu dans les hôpitaux de proximité. Les hôpitaux de proximité, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui? C'est parce qu'on finance au forfait sur plusieurs années. Financement pluriannuel, ce qui laisse le temps, et les salariés s'en trouvent mieux. Donc je pense qu'on a besoin de sauver l'hôpital public dans notre pays. Ne croyons pas que c'est quelque chose de totalement acquis. On a entendu ce soir quand même beaucoup d'idées. Beaucoup de bonnes idées aussi, beaucoup de belles initiatives locales. Je voudrais donner le mot de la fin à Nathalie Coutinet. Vous me laissez une lourde responsabilité? Non, mais effectivement, il y a ce qui a été dit sur la tarification à l'activité, c'est effectivement extrêmement dommageable. On le sait maintenant, ça a été bien documenté. Donc, messieurs les députés, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été cités aujourd'hui qui sont de votre responsabilité, puisque de votre décision dont nous dépendons en tant que citoyens. Et je pense qu'il y a effectivement un vrai travail à faire sur l'organisation du système de soins dont on n'a pas parlé. La France vous regarde. Vous savez qu'une heure pour une consultation, c'est long. Pour une émission, c'est court. Et c'est déjà terminé. Chaque voix compte ce soir. Je vous remercie sincèrement d'être venu ce soir sur le plateau de Chaque voix compte. Merci également à vous. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour étudier ce budget de la Sécu. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et demain, vous pouvez aussi la retrouver sur lcp.fr. Vous pouvez également assister à l'émission. Si vous voulez venir nous voir, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît ici sur votre écran. Lundi, vous avez rendez-vous avec Francis Letellier pour Lundi, c'est politique. Son invité sera Éric Coquerel. Dans un instant, c'est quai numéro 8 sur LCP. Didier Varro reçoit Bernard Lavillier. Voilà une bonne fin de semaine sur LCP.